Ouais, mais 100% des gens que j'ai photographiés ont survécu. C'est vrai. Mais on est passé à ça. Bienvenue Alexandre dans un nouvel épisode de Parlons peu, parlons passion. Merci de ta présence. Merci à toi de l'invitation. Dans Parlons peu, parlons passion, on accueille des passionnés qui vont nous parler de leur passion. Comment tu vas, Alexandre? Bah ça va. Par contre, tu m'as dit parlons peu. Ouais. Ça risque d'être compliqué parce que quand tu parles de passion avec moi, c'est pas peu, Ouais. c'est beaucoup. C'est un peu un paradoxe en fait, C'est ça, parce que complètement. parler avec des passionnés, tout de suite, ils parlent énormément parce que ça les intéresse. Et c'est ce qu'on a voulu créer, c'est faire connaître la passion des gens au travers de ce podcast et faire découvrir des passions à des internautes. Ok, on va tâcher de faire ça en moins de 5 heures. Exactement. Tu commences ta carrière en tant que vendeur en magasin. Ouais. En literie, puis tu suis une formation de graphisme et tu deviens graphiste dans une société nantaise. Ouais. Et tu passes par une étape en tant que développeur de logiciels et développeur web. C'est ça. Et maintenant, tu es photographe professionnel, vidéaste et co-organisateur de TEDx Nantes. Est-ce que j'ai bien résumé? Effectivement, j'ai commencé en tant que... Alors, mon premier diplôme, c'est un diplôme de graphiste publicitaire. Sauf que si on refait un peu l'histoire, ça s'est fait juste pendant la Deuxième Guerre du Golfe, après que les deux tours se soient fait exploser par un fou. Voilà. Et quand je suis sorti de l'école, il n'y avait tout simplement plus de boulot pour les jeunes qui sortaient de l'école. Donc je me suis retrouvé à devoir me réorienter, ce qui fait que je suis parti faire de la vente en literie. Et après, bon, comme tu l'as décrit, les choses ont fait que j'en suis arrivé à aujourd'hui être photographe, vidéaste et artiste professionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est mon activité principale. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, ces métiers que je pratique, je n'ai pas de diplôme pour ça. Pure passion. Par passion. Et tu as créé ton propre travail au travers de ta passion et tu arrives à le commercialiser auprès d'entreprises, de particuliers, pour des photographies. D'ailleurs, que tu nous as envoyé avant le tournage et on va revenir un peu dessus. Tu vas nous parler un peu de ce que tu as pu nous envoyer, ce que tu as pu photographier. Ouais. Alors, avant de commencer, on a un petit cadeau pour notre invité. Donc, je te donne un petit mug que merci. tu pourras rapporter chez toi. Logoté Je vous conseille, donc c'est une initiative française que tu as rejoint en 2023. Tout à fait. Et à la fin, on pourra parler un peu de cette initiative que tu as rejoint. Mais avec plaisir. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu. Oui. Question courte, réponse courte, ça va être rapide. Go. Est-ce que tu es plutôt photo couleur ou photo noir et blanc? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ok. Nature sauvage ou ville animée? Les deux. Portrait ou paysage? Paysage. Spontanéité ou préparation minutieuse? On en reparlera, les deux. Et photoshoot en solo ou en équipe? Solo. Ok, ça c'est parce que tu es photographe depuis un long moment en solo, je présume. Et... Alors, oui et non. Solo parce que au moins je m'organise comme je l'entends, je dirige. Et je dirige généralement mon client. Et je dirige ce qui est en train de se passer. Sauf quand on est en reportage, où là, pour le coup, je dirige pas, je navigue, mais je suis seul. Et quand je dis solo, c'est parce que quand je travaille en solo, j'ai la certitude que ce qui est fait est bien parce que je l'ai fait intégralement. Je n'ai pas de... T'as pas délégué. J'ai pas délégué. Ouais. La délégation, c'est un grand bénéfice si on a quelqu'un sur qui on peut se reposer et dont on sait qu'il fait du très bon travail. Mais ça veut dire passer par une formation, etc. Donc c'est tout à fait... ça se fait, hein. Mais l'avantage du solo, c'est qu'on est quand même sur quelque chose où la maîtrise, je n'ai pas le stress de découvrir après l'événement. Je sais que ce qui se passe pendant que je suis en train de faire les choses, je sais que ça se passe bien. On va faire une petite halte sur ton parcours. Ouais. On va commencer par ça. Est-ce que tu peux rapidement te représenter en 30 secondes qui tu es? Alors, je m'appelle Alexandre Godard, je suis vidéaste, photographe, artiste. Et oui, on dit bien Godard. Et je n'ai pas choisi mon patronyme, mais c'est bien ça. Et aujourd'hui, je travaille pour les entreprises, quasi exclusivement, parce que le monde du professionnel est passionnant et que c'est aujourd'hui, je pense, le vecteur par lequel on peut influer le plus sur le monde, puisque c'est quand même là que la majorité des Français passent leur temps. Aujourd'hui, quand ils ne sont pas à la maison, ils sont au travail. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé la photographie et par quoi tu as débuté? Comment c'est venu à toi? Alors, tu parlais au début de mon expérience dans une entreprise dont j'étais interne en tant que graphiste. Je ne nommerai pas cette société. Vous pourrez couper. Je me suis retrouvé un jour à devoir faire des photos. Et le patron m'a mis dans les mains son réflexe. T'as un appareil photo réflexe. Quand t'as jamais pris de photo de ta vie, t'as un tromblon, c'est un truc énorme, et t'as plein de boutons partout, et il dit vas-y, maintenant t'es photographe. Ah oui. Bon.
Non, et puis en plus, je l'ai vu, on a des caméras, des appareils photo avec 1000 options. Ah ouais. Et on nous donne un appareil réflexe, c'est sûr qu'on ne sait pas comment le régler. C'est pas un appareil argentique jetable qu'on a pu utiliser dans le passé. C'est exactement ça. Alors du coup, ce jour-là, j'ai mis l'appareil en automatique, j'ai pris une photo, j'ai trouvé ça bien et je me suis posé la question, et comment ça marche? Et c'est comme ça que ça a commencé, c'était en 2007. Ok, cool. Est-ce qu'il y a une personnalité pro ou perso qui t'a inspiré dans ton travail ou sur certaines de tes photos? Ouais. Quand j'ai commencé à sérieusement faire de la photo, c'est-à-dire vraiment pour moi, quand j'ai quitté cette entreprise-là, je me suis acheté mon premier boîtier et je me suis dit photographe. Voilà, il y a qui? Et il y en a un tout de suite qui m'a vraiment marqué, c'est Pete Turner. C'est un des pionniers de la couleur en photo. Ce mec-là faisait de la peinture avec de l'argentique. Il n'hésitait pas à tirer à fond comme un malade sur les couleurs, à repeindre ses photos. Il y a un art de la couleur qui est vraiment exceptionnel. Pete Turner, il est vraiment magique pour ça. Plus tard, par rapport à ce que j'ai commencé à faire, je me suis rendu compte que Éric Forêt était aussi quelqu'un dont mon travail se rapprochait de ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui fait plus de l'abstrait avec l'urbain. J'adore la nature, mais travailler dans l'urbain, ça permet d'avoir des choses qui sont hyper géométriques et d'aller chercher quasiment des tableaux photographiques. Après, tu m'as demandé des photographes, mais en tant que cinéphile, je ne peux pas passer sur les directeurs de la photographie ou chefs opérateurs qui ont vraiment constitué ma cinéphilie et ce que j'aime en image, parce que je suis un grand cinéphile. Et là, je ne peux pas passer à côté de Janusz Kaminski, qui est le chef opérateur de Spielberg, entre autres, depuis La Liste de Schindler. Juste ça. Je peux pas ne pas parler de Dean Cundey. Dean Cundey, c'est le chef opérateur de John Carpenter, qui est mon cinéaste préféré, jusqu'à Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Et après, il est parti bosser pour Spielberg notamment, et c'est lui qui a éclairé Jurassic Park, entre autres choses. Je suis obligé de parler de Jordan Cronenweth. Et tous ces gens-là, c'est des gens américains, je présume ou... Il y a pas mal d'Américains, mais je vais quand même citer un petit Français là-dedans, Mathieu Misiraka, qui est certainement beaucoup plus confidentiel que tous les grands noms que j'ai cités, mais c'est un gars qui est capable de te sortir une image qui est vraiment très très bonne, avec un éclairage minimal, voire rien du tout. Il travaille très très bien en numérique, il a une véritable approche artistique qui fait de lui vraiment, pour moi, un type à suivre. Il a malheureusement pas la reconnaissance qu'il mérite. Ok, je suppose que c'est des noms qui vont parler à ceux qui s'intéressent de loin ou de près à la photo. Bien évidemment, moi je les connais pas tous, et donc voilà, j'irai me renseigner. Est-ce que il y a un endroit particulier que tu n'as pas encore fait, ou une culture que tu aimerais photographier et en faire une histoire à travers tes photos? Le Japon. Le Japon, entre autres. Pour deux choses. Déjà parce que les Japonais, ils sont vraiment entre modernité et tradition. Donc c'est très facile et c'est magique en fait de se balader au Japon. Tu vas avoir Tokyo, là où tu atterris généralement quand tu arrives d'un pays étranger. Et Tokyo, c'est des bâtiments, c'est des gratte-ciel. T'es déjà allé? Non, jamais. C'est un rêve. On ira avec ma femme, on emmènera les enfants, on ira là-bas. Mais je te conseille d'y aller. Enfin, moi personnellement, j'y suis déjà allé au Japon. J'ai passé 2 semaines à Tokyo. C'est une ville extraordinaire, très très grande, et avec une culture extraordinaire. Et donc je pense que y a plein de photographies que tu n'as pas pu faire en Europe ou dans d'autres cultures. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs en fait. Et cette culture asiatique, il y a plein de choses, mais c'est un super voyage que tu pourras faire. Mais si je vais au Japon, je m'arrêterai à Tokyo et après j'irai à Sapporo. L'île au nord, parce qu'elle est magnifique, c'est sauvage, c'est nature. On va passer sur une autre thématique un peu, sur le style que tu as et la technique que tu as, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Si tu devais décrire toi ton style et ta technique, est-ce que tu as des mots à mettre dessus? Je pense que géométrique est assez parlant ce qui me concerne, même quand je ne fais pas de la photo, même quand je fais du portrait ou quand je photographie des gens, j'essaie toujours d'avoir une composition dans mon image. Faut que ce soit équilibré, ou il faut qu'il y ait une construction, vraiment un équilibre dans les masses entre les vides et les personnes. Enfin, le vide parle autant que l'espace occupé. Vu que tu fais des photographies professionnelles, tu photographies plutôt en intérieur ou plutôt en extérieur? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on me demande. Pour les professionnels, je fais essentiellement du portrait professionnel, le type de photo que tu vas retrouver par exemple en portrait sur LinkedIn pour la plupart de mes clients. C'est surtout ça. Ou je fais du reportage. Et c'est vrai que c'est un peu l'éclate, parce que généralement, quand on est en reportage en intérieur avec des lumières un peu complexes, ça peut être par exemple
des conférences où tu vas avoir une scène qui est très éclairée, avec des lumières très, très fortes, un petit peu comme on est dans cette ambiance-là par exemple. Et comme la lumière est très travaillée, tu fais des portraits et tu joues avec la lumière et c'est vachement chouette de travailler comme ça. Tu nous as rapporté du matériel et donc est-ce que tu peux nous en parler, savoir les avantages, les inconvénients, pourquoi tu utilises ce genre de matériel? Alors il y a quand même moins d'inconvénients dans mon usage que d'autres choses. Hein. Il y a des inconvénients, oui, toujours, mais je m'en fous parce que ça répond parfaitement à mes besoins. Donc ça, c'est mon appareil photo, qui est aussi capable de faire des vidéos, c'est-à-dire qu'il me sert très bien de caméra B, notamment avec cet objectif-là. C'est un Alpha 7R3. Il sert à quoi l'objectif devant? Alors, c'est un zoom qui fait c'est un 24-105 f4 constant. Ça signifie que je sois à 24 ou à 105, j'ai toujours la même quantité de lumière qui rentre dans l'appareil. C'est-à-dire que je peux zoomer, dézoomer, sans que ça joue sur l'exposition. Ce qu'il a de bien, c'est c'est un gros capteur de 42 millions de pixels. Aujourd'hui, je dirais que c'est médium. Certains ont des capteurs beaucoup plus gros. Mais lui, il me permet de tout faire. Dire qu'il a une excellente dynamique. En fait, c'est un des appareils avec la meilleure dynamique sur le marché. Et c'est le genre d'appareil c'est cet appareil avec lequel tu travailles? Ah, totalement. En photographie, c'est avec lui que je fais tout. Et à côté, donc je vais la reposer. À côté, donc j'ai ma caméra. Donc tu as ramené une caméra qui est pour le coup une caméra mais pas un appareil photo? Non, c'est une caméra vidéo. Ça sert qu'à le filmer? Ouais, on peut faire des photos avec, mais très clairement, c'est pas son plus gros avantage. Et toujours chez Sony? Toujours chez Sony. Celle-ci, elle est particulière, c'est la FX3. Et ça, c'est ma caméra d'amour. Il faut savoir que vous avez là une caméra cinéma. Et quand je dis ça, ouais, on pourrait croire. Elle coûte 4 700 €. Waouh. C'est pas le budget qu'on a mis dans notre podcast. Non. Mais en fait, c'est rien. C'est que dalle, parce qu'une caméra cinéma, devine combien c'est une caméra cinéma? Juste le corps, sans l'objectif. Je sais pas, si tu me dis 4 000 €, c'est peut-être on dépasse les 10 000 €. Entre 15 et 20 000 pour certaines, 30 000. Les Sony Venice, c'est 25 000 et t'as pas mis l'objectif, t'as pas mis le micro, t'as pas mis tous les trucs à côté. Ce dont tu parles, c'est des caméras pour le cinéma, type les films qu'on voit au cinéma. Voilà, en sachant que ça a servi dans un film dernièrement qui s'appelle The Creator. Et j'en ai pas parlé, mais c'est un autre chef-op que je trouve exceptionnel qui s'appelle Greg Fraser, qui a entre autres travaillé sur... Greg Fraser, il a travaillé sur The Creator, il a travaillé sur Dune. Non, c'est Roger Deakins, il n'a pas travaillé sur Dune, il a travaillé sur 1917, je corrige. Et ils ont utilisé cette caméra, plutôt qu'une caméra cinéma avec quand elle est équipée, riguée, comme on dit, quand elle est sur son rig, en fait, elle est énorme. Et tu sais pourquoi ils ont utilisé celle-ci? Parce qu'elle prend pas de place. Elle prend pas de place et elle a une sensibilité. En fait, elle voit mieux dans le noir que nous. Littéralement, c'est un capteur. Bon, c'est peut-être des choses qui vont pas parler à tout le monde, mais elle monte jusqu'à plus de 400 000 ISO. Et ils ont tourné The Creator en fait à un ISO natif de 12 800, ce qui est hyper sensible. C'est hyper sensible. Ils ont tout tourné à 12 800 ISO et puis en fait, quand tu regardes l'image, elle est nickel, elle est clean, elle est propre. Donc ça, c'est les deux matériels que tu utilises régulièrement. J'ai une autre caméra avec elle, donc ça c'est la FX3, j'ai la FX30 qui est un capteur plus petit qui me permet de faire d'autres choses. Mais ça c'est la caméra, voilà, c'est ma caméra ça. Merci d'avoir ramené ce matériel. Tu auras un autre petit objet mystère dont on parlera un peu plus tard dans la vidéo, dont tu nous expliqueras ce que c'est. Est-ce que tu as déjà, sur un tournage, que ce soit de la photographie ou du film, rencontré une difficulté technique que tu as eu du mal à surmonter, et comment tu as fait? Ou alors tu arrives à particulièrement tout faire parce que ça fait longtemps que tu as cette expérience? Non, on rencontre toujours des difficultés quand on commence un boulot. La plupart du temps, même d'ailleurs, tu dis surtout pas non quand on dit est-ce que tu sais faire ça? Oui. Et dès que tu es chez toi, Internet et tout, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et mon premier fond vert, ça a été... Voilà, j'avais un fond vert, j'avais jamais utilisé de fond vert. Et comment on fait? Et pourtant, c'est compliqué. Moi, je me dis, on regarde beaucoup YouTube maintenant, et donc on voit plein de YouTubeurs avec des fonds verts, ils installent un fond vert derrière eux, et puis après en post-prod, ils arrivent à mettre l'image qu'ils veulent. Donc je me dirais, c'est pas trop compliqué, mais... Si. Il y a deux choses qu'il faut connaître, il faut bien savoir. Quand tu as un fond vert, il faut bien l'éclairer. Parce que si tu l'éclaires mal, en fait, tu vas avoir un vert plus ou moins sombre à certains endroits, et quand tu vas faire ce qu'on appelle ton chroma key, c'est-à-dire que tu vas sélectionner le fond vert, il va pas prendre tout ton fond vert, il va te laisser des trucs un peu apparaître. Tu auras des verts différents selon la luminosité, et donc il faut vraiment bien l'éclairer partout au même endroit. De la même manière.
pour qu'il y ait la même colorimétrie. Voilà, pour que quand tu l'effaces, il efface bien tout. Ensuite, tu peux pas faire ça sur une image avec une trop compressée, parce que c'est au niveau des bords notamment. Les transitions floues, nettes. En fait, quand tu vas retirer le fond vert, ça va être très crénelé, ça va être très très moche, ça va être tu vas avoir des liserés autour des personnes. Donc il faut faire ça avec une qualité d'image qui est très importante. Et en faisant ça, tu vas gérer un fond vert de qualité. Et ouais, j'en ai bavé. J'en ai franchement bavé. Et donc tu as dû recommencer ton tournage quand parce que tu te rends compte souvent quand c'est filmé et que tu as fini. Alors heureusement, non, j'ai pas eu à le faire. Mais c'était pas top. Et donc j'ai truqué en faisant un petit machin. J'ai ajouté du bruit sur l'image finale. Okay. Ce qui fait qu'en ajoutant du bruit, j'ai ajouté une forme de flou, de grain, de fourmillement qui faisait disparaître tout ça. Et donc, je m'en suis très très bien sorti et ça a plutôt bien fonctionné. Mais la première fois que j'ai fait un fond vert... Ok, bon note, à la première fois on voudra nous faire un fond vert, on te demandera quand même, ouais, au cas où. Est-ce que, pour terminer sur cette partie-là, est-ce que tu préfères travailler avec des sujets humains ou des sujets type paysage ou même immeuble, bâtiment? Est-ce que tu as des préférences ou peu importe ça dépend ce que je veux faire. Si je veux faire un portrait, ça va être compliqué de se passer de l'humain. Et il y a des fois où faire une photo de bâtiment, le bâtiment est exceptionnel. Et tu te rends compte que mettre un sujet humain qui se balade quelque part, ça va tout de suite donner à la photo vachement plus d'importance. Déjà, le rapport de taille, ou comme ça met un sujet humain au sein de la photo, tu vas... dynamiser ton image parce que sinon elle est vide. Donc ça dépend en fait. Tu as le passage du portrait vers la pure abstraction. Je sais faire les deux. Il y a des fois où l'humain gêne et des fois où il ne gêne pas. Tout dépend de l'histoire que tu veux raconter. Dans les dernières photos que j'ai faites, par exemple, je suis allé à la Défense à Paris et il y avait une espèce de grande tour comme ça en fait qui sert absolument à rien. C'est une œuvre d'art en fait. Et elle est hyper colorée. Et la prendre toute seule, c'est sympa, mais finalement, c'est un motif, tu pourrais retrouver sur un tapis ou une tapisserie ou ce que tu veux. Et mettre un humain dans cette tapisserie, ça lui donne déjà vachement plus d'intérêt à la photo. Donc tout dépend en fait de l'effet que tu veux avoir. Tout dépend. On va parler un peu, rentrer un peu dans tes expériences et certaines anecdotes peut-être que tu as qui peuvent être amusantes. Allez. Première question assez simple, c'est déjà, est-ce que tu as une première anecdote un peu amusante qui t'est arrivée sur un tournage ou sur une séance photo? Sur une séance photo, y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur des appareils photo et j'ai eu une fois, je venais pour un trombinoscope pour une entreprise, pour un client. Et j'ai eu une personne qui s'est littéralement décomposée face à moi. Elle était incapable de sourire, d'être naturelle, même si j'ai tout fait pour la rassurer, c'était pas possible. La pauvre, elle était tétanisée. Elle était tétanisée. Du coup, j'ai pris 3-4 photos, je l'ai remerciée parce qu'il fallait vraiment... Elle était à deux doigts de fondre en larmes, les yeux étaient rouges, humides. Et depuis, en fait, j'ai vraiment une maxime, c'est quand quelqu'un me dit « Oh là là, vous savez, moi je suis pas à l'aise sur les photos », je fais « Ouais, mais 100% des gens que j'ai photographiés ont survécu. » C'est vrai, mais on est passé à ça. Ouais. Et là, c'était cette fois-ci, là, tu te sentais qu'elle était vraiment pas à l'aise et il fallait arrêter le shooting. Complètement. Enfin, il fallait que je lui dise « C'est bon, j'ai pris la photo. Merci. » Et genre, vraiment, merci à vous d'avoir supporté. non, mais oui, et puis toi, en tant que photographe, tu as compris tout de suite qu'il fallait arrêter. Ouais. Avant le tournage, tu nous as partagé quelques photos que tu as pu faire. Est-ce qu'il y en a une ou deux que tu aimerais parler de ces photos-là? Je vais te les remontrer. Non, je peux tout de suite te dire laquelle c'est. Ouais, on va les prendre, juste, on les mettra sur le podcast en vidéo. Tiens, tu peux les défiler, savoir laquelle. C'est celle-là. Tu veux parler? Celle-là, okay. C'est celle-là. Est-ce que tu peux nous la décrire pour les gens qui nous écoutent en podcast audio rapidement et après nous expliquer ce que c'est cette photo? Alors, pour les Nantais qui connaissent bien Nantes, elle se situe sous un pont qui fait le passage entre le parc de Procé et le parc du Val de Chésine, le pont César. C'est un pont en pierre et sous ce pont, il y a une arche
C'est un pont qui a donc en fait double arche, parce que quand vous le regardez sur le côté, il y a les arches sur le côté. Et quand vous êtes en dessous, vous pouvez regarder entre les deux rives, en fait, et il y a des arches. Voilà, donc là, en fait, c'est tout simplement un jeu de perspective avec toutes les arches qui apparaissent. Et dans le fond, il y a un vélo qui passe. Et cette photo-là, déjà, c'est une des toutes premières que j'ai prises. Donc j'ai une vraie fierté parce que j'étais en train de prendre une photo de cette perspective. Et j'avais des réglages qui étaient faits et j'ai vu un vélo arriver. Et je me suis dit, ok, c'est one shot. Dire, je la réussis ou je la rate. Mais j'ai pas le temps de changer mes réglages, je la prends telle qu'elle vient là. J'ai vu le vélo arriver, j'étais prêt, j'ai déclenché. Je n'ai pas vu ce qui se passait, comme c'était un réflexe, t'as le rideau qui tombe. J'ai repris mon appareil, j'ai appuyé sur le bouton. Et ta photo, elle était parfaite. Elle était là. Et c'est pas de la photo rafale, hein, il y avait juste une photo. Aucune chance de mettre une rafale. De toute façon, l'appareil que j'avais à l'époque, il faisait du 5 images secondes, c'est pas une vraie rafale. Enfin, c'est une rafale qui est très légère. Et donc ça donne ce rendu où elle est parfaite, il y a le vélo sous les arches. Voilà. Je peux te dire, c'était avec un 550D de chez Canon. J'avais un 1750 stabilisé de chez Tamron. J'étais à 1/80e de seconde et à 800 ISO. Et ça fait à peu près 15 ans. C'est ça, c'était en 2010. Et tu te souviens de tout ça? Oui. C'est extraordinaire. mais c'est ça, les passionnés. Ils se souviennent de leurs premières expériences, de tout le matériel qu'ils ont utilisé. Ouais. C'est super. Ah, mais c'était fou, j'étais là en train de me dire waouh, c'est ma première photo de photographe. C'était ma première vraie photo de photographe. C'est celle-ci, quand je l'ai prise, je me suis dit eh ben ça y est, t'as montré que tu savais faire une photo. tu l'as encadrée, tu l'as imprimée, Elle est encadrée chez moi. Super. Ok. Est-ce qu'on t'a déjà demandé quelque chose de bizarre à faire en photographie ou quelque chose où tu voulais pas faire et tu as refusé de faire ce shooting parce que il y avait une impossibilité technique, parce que ou pas du tout? Alors, j'ai jamais refusé. J'ai toujours cherché quand un client me demandait quelque chose de très compliqué, on s'expliquait. Et on s'arrangeait pour faire le meilleur possible, en fait. Mais j'ai effectivement une anecdote où il s'est passé un truc et je me suis dit, c'est quand même dingue qu'on me demande ça. J'ai pas la photo, je pourrais pas vous la montrer, mais c'était un portrait professionnel et la personne que j'ai pris en photo m'a dit « Je ne veux pas que cette photo me rende trop belle. » Ah, c'est une personne, cette dame magnifique, très très belle femme, un charme fou. Enfin, vraiment très belle, quoi. Objectivement, tu la regardes, tu te dis pas oh, ok. Non, vraiment, objectivement, une très très belle femme dont le travail est une forme de coaching. Or, une belle photo d'une belle femme, ça incite les gens à faire des demandes déplacées. Et c'était l'idée en fait de faire un portrait professionnel d'elle, mais qui mette en valeur son professionnalisme, on va dire ses compétences, qu'elle ait l'air avenante, c'est pas sa beauté, mais qui ne mette pas en avant trop sa beauté. Et l'équilibre, il est vachement raide à trouver. Et très 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 raide. Ouais, mais on entend souvent d'ailleurs des anecdotes dans le milieu professionnel, sur LinkedIn de plus en plus, que y a des gens qui font des discours déplacés, mais surtout auprès des femmes. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais entendu d'anecdotes auprès des hommes, mais bien évidemment. Non, nous on s'en fout. En fait, nous on s'en fout et personne nous les fait d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que certaines femmes peuvent être harcelées et d'ailleurs c'est un sujet dès qu'on est médiatisé, en tout cas, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube ou ailleurs, on entend beaucoup de youtubeuses qui sont peu nombreux d'ailleurs, qui se font harceler pour leur beauté ou pas, enfin voilà. Et c'est triste. C'est dramatique pour moi parce que c'est un manque d'éducation flagrant. Je sais pas comment les mères ou les pères ou les parents ont éduqué leurs enfants, mais moi quand on m'a éduqué, on m'a bien dit qu'il y avait des limites à ne pas dépasser. Dans mon éducation, quand je fais un compliment aujourd'hui, je le fais avec le cœur et il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Il y a tout un sujet, mais cela dit, c'était aussi ma première photo pro avec mon appareil photo et cet objectif-là. Et c'est une fierté parce que j'étais quasiment en découverte de mon matériel à ce moment-là. Donc j'ai réussi à obtenir un très très bon matériel. En fait, j'avais 2 éclairages. L'éclairage de la fenêtre en arrière-plan et un contrepoint très léger sur le côté. Et j'avais heureusement un mur blanc derrière moi, ce qui fait que son visage avait une lumière parfaitement diffusée. J'aime bien travailler avec une lumière très naturelle.
Et là, franchement, l'environnement tout s'y prêtait. J'ai un très très beau fond avec un flou magnifique. Le sujet, cette jeune femme magnifique qui s'y prêtait aussi. Et on a réussi à obtenir une photo qui à mon sens, vraiment, reflétait sa demande, tout en, je pense, la mettant en valeur. Mais c'était difficile de ne pas la mettre en valeur. Rater une photo avec un tel sujet, c'est impossible. Ok, super. Bon, et on va passer maintenant un peu, vu que tu es passionné, qu'il y a sûrement des photographes débutants qui nous écoutent aussi, qui veulent se mettre à la photographie ou qui veulent acheter du nouveau matériel. Est-ce que pour un photographe qui est vraiment débutant, est-ce que tu as des conseils à lui donner, à des erreurs à ne pas faire que toi tu as pu peut-être faire ou que d'autres photographes que tu connais ont fait? Est-ce qu'il faut éviter certaines choses ou peut-être pas acheter du matériel trop cher dans un premier temps? Voilà, on t'écoute. Ça fait partie des bons conseils effectivement à donner, celui-ci, ne pas acheter tout de suite du gros matériel, à moins qu'ils aient l'argent et que ce soit pas un sujet. Ok, achetez-vous du gros matos. Mais dans un premier temps, il y a un premier truc qu'il faut apprendre, c'est la photographie. Et apprendre la photographie, c'est d'abord faire des photos, en faire plein et se planter de nombreuses fois, rater un paquet de trucs. En fait, il faut échouer. On ne glorifie pas assez l'échec. Et quand je dis le glorifier, c'est parce qu'on échoue. Et quand on échoue, c'est qu'on a fait une erreur. Et si on cherche à comprendre cette erreur, on n'échoue plus, on apprend. C'est Winston Churchill qui disait pas « je n'échoue pas, j'apprends à chaque fois ». Et finalement, l'échec, c'est de s'arrêter. Si vous continuez, si vous persévérez, vous allez vraiment comprendre ce qu'est la photographie, vous allez développer votre propre style. Donc, apprendre la photographie. Et donc, pour ça, c'est, à moins que vous ayez, donc encore une fois, de l'argent, n'achetez pas du matériel trop cher. Qu'est-ce que tu appelles matériel trop cher? Quand tu veux débuter, il faut mettre combien? Enfin, il n'y a pas de règle, mais... Non, tout à fait. Mais toi, tu partirais sur... Est-ce que tu as un modèle en tête? Est-ce que tu as des ordres de prix un peu en tête? Ouais, pour être à l'aise, je pense qu'il faut partir avec un budget qui est entre 3 et 500 euros. Là, on peut choisir au choix, soit prendre un réflexe qui est ancien, qui est en occasion, avec un objectif, pareil en occasion, se mettre une contrainte avec ça, parce que les contraintes sont génératrices de qualité, les contraintes te permettent d'aller chercher de la créativité. Et voilà, il faut savoir se mettre une contrainte. Cette contrainte-là te permettra de te poser la question comment je contourne. Et en contournant, tu vas trouver des petits trucs qui vont faire ressortir ta créativité. Ensuite, ça peut être aussi un appareil qui fait un peu de tout. Ça peut être un petit compact. Ça peut être plein de choses. Il y a beaucoup de photographes qui s'éclatent avec des compacts. Il n'y a pas de vraiment de règles préétablies. J'ai quand même envie de donner un conseil. Parce que moi, au départ, j'ai commencé à photographier beaucoup en numérique. Je faisais une sortie, je sortais une demi-heure, je revenais avec 100-150 photos. Et généralement, dans les 100-150 photos, j'en avais peut-être une de bonne. Elles n'étaient pas toutes bonnes. Et un jour, je me suis dit, ok, stop, on arrête. Je prends trop de photos. Je shoot tout, je shoot partout, je shoot tout le temps. Ouais. Mais comme le numérique, en fait, libère la contrainte du nombre, je me suis dit, je me pose plus la question de ce que je fais. Donc, je me suis acheté un argentique. Et oui. Et là, t'es limité. Ah oui, 36 poses. Et oui. Donc, quand tu déclenches, tu déclenches pour que quand tu sais que quand tu vas mettre ta pellicule à développer, on va te filer, tu vas pas en avoir 3 de bonnes sur 36 parce que tu les développes toutes quand même, les 36 poses. Ouais, nous, c'est comme nous, amateurs, quand on achète les Polaroids, là, c'est 1 euro la photo et tu sais que quand tu appuies sur le bouton, t'as intérêt qu'elle soit réussie, sinon t'as perdu 1 euro. T'as perdu 1 euro et puis surtout que t'as pas de négatif derrière, c'est fini. Ta photo, elle est prise. Ouais. Et donc, je me suis dit, ok, argentique, je vais apprendre à photographier moins. Ouais. Et en photographiant moins, j'ai appris à photographier mieux. Ok. Ouais, ça c'est un bon conseil. Mais d'ailleurs, tu sais combien tu as pris de photos depuis ta carrière? Mon Dieu. Est-ce que tu penses qu'on est en milliers, en centaines de milliers? Mon Dieu que c'est dur. Non, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, mais on est certainement dans la centaine de milliers. Pour te donner le niveau, en 2014, donc j'avais déjà 4 ans de photos derrière moi. J'avais mon deuxième réflexe, un 5D Mark III de chez Canon. J'avais un des objectifs qui a été un des meilleurs qui soit
Pour moi, c'était le Tamron 24-70 f2.8 stabilisé. Et je suis parti au Maroc avec cet appareil photo-là. On est parti 10 jours, je suis revenu avec 1500 photos. 1500 photos, wow. 1500, sur 10 jours. Oui, c'est pas compliqué, hein, 150 photos par jour. À peu près. Et avec une escapade, on était à Marrakech, on a fait une escapade à Ouarzazate. Et sur le retour de Marrakech à Ouarzazate, ma femme m'a dit je vais conduire, il y a 4 heures de route, je vais conduire, tu te mets à la place passager puis prends toutes les photos que tu veux. J'ai rempli 8 gigas sur une carte mémoire, ce qui doit représenter environ 400 photos. Et toi, dans ton couple, c'est toi l'Instagrammeuse en fait? Absolument. Mais oui. Moi, parce que moi, ma femme, je sais qu'à chaque fois qu'on part en voyage, elle me demande toujours une photo. Et puis bon, moi, je suis pas très photo. J'aime bien garder des souvenirs, mais c'est ma femme. Mais toi, dans ton couple, c'est toi l'Instagrammeuse. Oui. Je plaide coupable. Et même en tant que photographe, ça t'arrive de prendre des photos avec des téléphones type iPhone ou... Oui. Et parce que c'est plus pratique, c'est plus simple. On sort, on veut prendre l'instant présent, alors sortir un gros appareil photo, c'est contraignant. Le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as sur toi. Ouais. Et ça, c'est une maxime que j'ai lue plusieurs fois. Elle est 100% vraie. T'as pas ton appareil photo, il y a une photo à prendre, t'as ton téléphone, prends-la au smartphone. Tu reviendras pas dans 2 minutes avec ton appareil photo. Tu l'es là, tu la prends maintenant. L'instant présent. Alors parfois, prendre trop de photos, c'est aussi oublier de vivre l'instant présent. Mais s'il y a une photo à faire à ce moment-là, prends-la avec ce que tu as sur toi. Okay. Et c'est pas grave qu'elle fasse 8 millions de pixels. On s'en fout, tu l'as. Oui, puis de toute façon, maintenant, 8 millions, 20 millions, enfin... Ça s'agrandit. Et puis on fait des choses très bien avec les smartphones, enfin, oui. C'est incroyable. Largement. Et qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la photographie, surtout aussi avec l'IA? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu as peur pour ton métier en tant que photographe? Vas-y, je te laisse. Alors, l'IA, en soi, n'est pas un problème. Le problème, c'est l'utilisateur. Et c'est toujours l'utilisateur. Mais l'IA dans les mains d'un vrai professionnel, il va savoir l'utiliser correctement dans son flux de travail. Toujours. Les meilleurs utilisateurs, les meilleurs IA artistes, entre guillemets, déjà, ils s'en servent pas comme une fin en soi, ils s'en servent comme une étape dans le process. À n'importe quel moment, tu peux avoir envie de te dire tiens, je voudrais bien faire cette photo, donc tu la verbalises, et tu vois ce que l'IA te propose de différents endroits, et puis après, ça te permet de mieux formaliser, de mieux la voir, et après, ta photo, tu vas la prendre. Donc, ça peut te servir en amont du projet. Ça peut aussi te servir, tu as une photo, on parlait d'une photo 8 millions de pixels, 12 millions de pixels, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a des IA qui aident à agrandir les images et qui te permettent de retransformer une photo de très faible définition en photo en très haute définition. Mais c'est utile, ça. C'est très utile. Le vrai problème, c'est quand l'utilisateur se dit « Je vais créer un visuel de toute pièce, je vais réclamer quelque chose, je vais laisser l'IA faire quelque chose et je vais dire que c'est un travail que j'ai fait. » Niet, mec. Parce que l'IA, c'est un modèle mathématique et des bases de données. L'IA va te pondre quelque chose en se référant à des images dans une base de données. C'est du pillage. Mais je suis d'accord, hein, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus. Oui. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment, on saura plus déceler ce qui est de la vraie photo faite par un photographe et une photo faite par IA? Je pense qu'un jour, qui n'est quand même pas pour demain, même si on voit d'énormes progrès dans l'IA, j'ai été développeur, comme tu le dis, donc je sais ce que c'est qu'un algorithme, je sais comment est-ce qu'on code et je sais ce que ça implique. Il y a 2 mots dans IA, intelligence et artificielle. L'intelligence, même la philosophie n'arrive pas à décrire correctement ce que c'est, parce que c'est très complexe comme mécanisme. Et le mot d'à côté, c'est artificiel. Artifice. Alors moi, je fais de la photo. Quelque part, c'est aussi un artifice. Mais je l'ai pensé, et surtout, je l'ai fait avec mes tripes et ma sensibilité. Une IA n'a aucune émotion, n'a aucune sensibilité. Et tant que l'IA n'a pas ça, on n'a rien à craindre en réalité. Donc tant qu'en fait on n'est pas dans le Terminator, ça va. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr. Et puis enfin, est-ce que réellement une intelligence artificielle aura une sensibilité un jour? Ils essayent aujourd'hui de nous faire croire que
il va y avoir de la sensibilité. Ça fait penser à plein de films, même des années 2000, qui étaient iRobot. Enfin voilà, c'est très drôle. Ça remonte à Will Smith. Mais bon, c'était les grandes années d'Alex Proyas. Maintenant, malheureusement, il est plus aussi bon. Dark City, iRobot. Mais ouais, on pose ça souvent à nos invités sur les photographes, sur les développeurs, sur la communication, le marketing. En fait, tout ça, maintenant, tous ces métiers-là utilisent l'IA. Et c'est obligatoire, hein, même en communication marketing. On a refait notre logo, les chartes graphiques de notre société. On a dû faire appel à une agence de com. Ils utilisent l'IA pour s'inspirer pour plein de choses. Alors après, j'espère qu'il y a un vrai travail derrière. Mais c'est vrai que l'IA est partout et il le sera de plus en plus. Et donc, il faut savoir si on veut travailler avec. C'est un ancien modèle, l'A7R3. Aujourd'hui, sur l'A7R5, dans l'appareil photo, il y a un module IA qui aide à la mise au point, à avoir un autofocus de compétition. Et c'est exceptionnel parce qu'il est capable de détecter, de faire la différence entre une tête de chien et une tête d'humain. Ouais, mais là, c'est un outil d'assistance. Et c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut. Mais il ne faut pas un outil qui fasse tout à la place de l'humain. Et de toute façon, il n'arrivera pas à faire tout. Comme l'humain ne peut le faire avec sa sensibilité et avec son point de vue. Voilà, et c'est là qu'en fait intervient le professionnalisme même, celui que tu ne peux pas contourner. J'ai eu une altercation, je vais appeler ça altercation, on a eu une vive discussion avec un influenceur sur LinkedIn, qui a une très très grosse communauté, et qui s'extasiait des progrès exceptionnels de l'IA en disant « c'est formidable, maintenant n'importe qui pourra faire de l'art ». Et moi je lui disais « ouais, alors, sans la culture du métier, sans la culture artistique, non. Non, parce que tu ne sauras pas composer, parce que tu ne sauras pas pourquoi telle et telle chose ont été faites, parce que tu ne sauras pas réfléchir, expliquer pourquoi tu as fait telle chose. Tu vas déléguer la créativité à un ordinateur. Et en déléguant cette créativité, finalement, tu n'es pas l'auteur de la réussite de ce qui se passait. En fait, même cette réussite ne sera due qu'aux références qui seront dans le modèle 1. Ce ne sera pas toi. Et à aucun moment, quelqu'un qui n'a aucune culture d'un métier quelconque, et aussi bien dans l'art que dans le développement, ne fera du bon boulot en utilisant et en déléguant l'IA. Pourquoi ? Parce qu'il ne saura pas pourquoi ça marche. Il ne saura pas dire pourquoi c'est bien. Bien sûr. Et j'ai une autre anecdote d'un type qui est directeur artistique et qui un jour a reçu de son client une demande spécifique. Il voulait pour une fois générer une illustration à partir de prompteurs d'IA artiste. Je dis prompteur parce que IA artiste aujourd'hui pour moi ça sonne faux. Et ils ont donc fait appel à différents IA artistes, prompteurs, et ils ont tous été capables de sortir de très très bonnes choses dans un premier temps. C'est-à-dire que sur les premières pistes, généralement, tu proposes on te donne un brief, tu proposes plusieurs interprétations. Et là, donc les premiers retours, quand le client a vu ça, le directeur artistique, il a récupéré les trucs, il n'était pas pour. Il a récupéré les boulots, il les a envoyés à son client. Il y avait du bon. Sauf que un boulot n'est jamais bon du premier coup. Strictement jamais. Ou alors, t'es tombé pile poil, bien, nickel. Et ça arrive 0,1% du temps. Ouais. Et quand le client a envoyé ses premiers retours, parce qu'évidemment, il faut retravailler le sujet, aucun des IA artistes n'a compris ce qu'on leur demandait de faire. Pour une raison simple, ils ne savaient pas ce qu'on leur demandait, ils étaient incapables de réintervenir sur leur image pour les modifier en conséquence, et ils ne comprenaient pas qu'on leur demande de faire quelque chose, de modifier. Résultat des courses, ça a été un four et une catastrophe. Ok, je comprends. Et ils ont fini par faire appel à un artiste qui leur a pondu l'image. Ouais. Voilà. Bien sûr, et un vrai artiste. Et un vrai artiste. Ok, merci là pour ces anecdotes. Avant de passer à la dernière étape de notre podcast, en 2023, tu as rejoint une initiative qui s'appelle Je vous conseille. Oui. C'est une initiative française qui défend les intérêts des consommateurs. Oui. Donc, si tu veux bien en parler, pourquoi tu l'as rejoint, en quoi ça consiste, 2-3 mots, ça peut être intéressant. Alors, il y a 2 choses qui m'ont intéressé dans cette initiative. La première, faire appel à des passionnés ou des gens qui n'ont strictement aucun intérêt dans les produits qu'ils proposent, ne sont pas payés par rapport à ces produits-là, ne sont pas des vendeurs. Ça permet quand même très nettement
de retirer de l'équation l'aspect je te vends un produit margé et je vais pousser à la vente ou pousser à l'achat. Bien sûr. Il y a une vraie prise en compte, ce que font les bons vendeurs, du besoin client. Et donc, il y a quand même une autre chose qui arrive avec cette proposition de Je vous conseille, c'est on n'est pas obligé de proposer du neuf. On peut proposer de l'occasion. Sur des produits comme ça, là. Moi, par exemple, mon appareil photo, là, celui-ci, c'est du reconditionné. Je ne l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté en reconditionné garantie. Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait une économie déjà substantielle, puisque à la base, c'est 2700 €, je l'ai eu à 1700. Oui. Plus que substantiel. Bien sûr, presque un tiers du budget. C'est écologique. On n'est quand même pas obligé, quand on veut un bon produit, d'acheter un produit neuf. On peut acheter un produit qui a déjà été utilisé et dont l'impact est quand même nettement dilué. C'est hyper important aujourd'hui d'avoir cette vision-là. Donc je vous conseille, c'est important parce qu'aujourd'hui, on peut rentrer cette donnée-là dans l'équation. En fait, toi, en tant que passionné, tu es à disposition des gens qui veulent acheter un nouvel appareil photo ou se mettre à la photographie et tu vas répondre à leurs besoins quand ils vont te dire « je veux acheter tel produit et tu peux, sans aucune relation commerciale, les aiguiller, acheter le bon produit qui leur corresponde vraiment, mais sans volonté de vente. C'est ça. Ok, super. Mais c'est bien que il y ait des sociétés comme ça qui soient impliquées pour aider les consommateurs et qu'il y ait des passionnés aussi qui puissent aider ces consommateurs et qui prennent de leur temps parce qu'eux, ils utilisent déjà ce matériel-là et ils peuvent aiguiller correctement les consommateurs dans leur choix d'achat. Bah, oui. C'est super. Dernière partie, on fait un petit jeu. On a parlé d'IA. Ouais. Je vais te montrer des photos prises par des vrais photographes et des photos faites par l'intelligence artificielle. D'accord. Je vais te demander de savoir si tu arrives à déceler quelle photo est prise par un photographe et quelle photo est faite par l'intelligence artificielle. Je ferai peut-être pas à 100%. Mais peut-être. Il y a 3 photos, hein, donc bon, vas-y. Ça va aller vite. Je te les montre. Après, même si tu te trompes, ça remet en rien. Non, ça montre juste que l'IA est performante. Que le modèle fonctionne. Donc ça, c'est la première photo. Et la deuxième, en comparaison, c'est celle-ci. Donc la première photo, on voit un chien dans une prairie, donc pour les gens qui nous écoutent en podcast audio. Et puis sur la deuxième photo, c'est une photo très similaire d'un chien, de quelle race d'ailleurs, je sais pas. On dirait un golden. Un golden. Et donc pareil dans une prairie. Et donc j'aimerais bien savoir, donc en vidéo on mettra les photos pour nos utilisateurs et savoir si toi tu sais laquelle est prise par un vrai photographe. J'aurais tendance à dire assez rapidement que la première est la vraie photo et la deuxième est l'IA. Ok. Eh ben, t'as bien raison. Est-ce que il y a des indices qui t'ont dit des choses ? Il y a un côté artificiel sur la deuxième qui est assez clair. Ouais. Il y a aussi, comment dire, la profondeur de champ est bizarrement, elle n'est pas claire autant que dans la première. La lumière est particulière aussi. Parce que alors, il y a un côté du chien qui est bien éclairé, l'autre qui est en contre et qui ne devrait pas avoir autant de lumière. Donc l'IA ne comprend pas tout à fait les aspects de lumière. Non. Elle n'est pas encore assez forte pour ça. Et il y a aussi autre chose qui moi, me titille tout de suite. On dirait que le chien sourit. C'est pas naturel. Les chiens n'ont pas le droit de sourire. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de sourire. C'est que l'IA, de base, va, je pense, dans son modèle, pour rendre la photo encore plus sympathique, va chercher à faire ce qu'on appelle de la pareidolie, c'est-à-dire que tu vas trouver de l'humain dans un... Par exemple, quand tu as une voiture et que tu la regardes de derrière, les feux font les yeux, la plaque fait la bouche et tu as une lumière, et tu as l'impression de voir un visage humain quelque part. Donc il va essayer de mettre un petit peu d'humain dans le... Et là, le chien, il a presque un sourire qui est humain avec la commissure des lèvres, alors que non. Généralement pas. En plus, il court, donc il doit avoir les babines retroussées, ça devrait être moins élégant. Ouais, ok. C'est déjà trop factice. T'as bien réussi pour la première photo. La deuxième, ça va être plus dur parce qu'il n'y a pas d'animaux sur la deuxième photo, donc c'est une photo de paysage. C'est Monument Valley. Déjà, alors ça veut dire que tu connais, peut-être. Oui. Est-ce que c'est la vraie photo ou pas? On verra la deuxième. Non, je pense pas. Et donc, c'est donc un paysage aride, probablement peut-être aux États-Unis. C'est le Colorado aux États-Unis. Voilà. Et la deuxième photo, c'est celle-ci. Oh putain. Je suis désolé. Non. Alors la première je la trouvais très bien. Pour moi, en tant que photographe, elle est pas équilibrée.
L'horizon est quasiment au milieu. Il y a 2 masses qui sont à peu près équivalentes sur chaque côté. Mais elle fait à peu près vrai, en fait. Il y a juste un nuage qui est un peu particulier au milieu, au-dessus du rocher. Elle est gênante, mais elle pourrait être vraie. La deuxième, en revanche, niette. Ouais, là, c'est sûr. Les couleurs sont pas respectées. Et on va passer à la troisième. Alors, ça sera peut-être quelque chose de similaire, je sais pas. Donc ça, c'est la première photo. Ok, des cactus, le désert. Un désert. Et la deuxième photo, on est sur des cactus également, avec des ruines. Alors, celle-ci est la deuxième, est la vraie. Je pense que... alors, en plus, ça me fait penser à l'Atlas, là où j'ai passé mes vacances au Maroc. Ça me fait penser aux montagnes de l'Atlas. Après, les cactus, il n'y en a pas, je pense, dans l'Atlas. Ce serait peut-être plus au Mexique. La première me fait plus penser à de l'IA. Pareil, trop lisse. Ok. Trop lisse, et d'ailleurs, là, la lumière, elle est complètement fraise. Ouais, ok. Mais en fait, bon, t'as eu tout juste, hein, c'est parfait. Et on se rend compte, là, vraiment, avec ces photos-là, en tout cas générées par l'IA, qu'il y a des problèmes de lumière, il y a des problèmes enfin, pas de netteté, mais comment on pourrait dire, c'est... La profondeur de champ, c'est-à-dire... Ça fait un peu cartoon, d'ailleurs. Oui, moi, c'est lisse. Ouais, c'est ça. C'est lisse. Ça n'a pas de caractère. Et donc pour l'instant, en tout cas, ces photos-là générées par l'IA, parce qu'il y a d'autres photos générées par l'IA qui sont beaucoup plus impressionnantes, mais en tout cas celle-ci était carrément à côté de la plaque, et c'est des photos récemment générées. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais quand tu les compares à la réalité, et j'ai un œil exercé aussi. Oui, voilà. Tu vois, j'étais pas sûr, en fonction de ce que tu allais me proposer, je pouvais me tromper. Là, je me suis pas trompé, certainement un peu de chance aussi, mais l'IA n'a pas de sensibilité, et ça se sent. Et ça se ressent, ouais. Et ça se ressent. Avant de conclure, tu nous as parlé d'un objet que tu as ramené, un objet un peu surprise. Même moi, je ne sais pas ce que c'est. Oui. Je veux bien que tu nous le montres. D'accord. Et tu nous expliques ce que c'est. Ça va pas être très compliqué. Il y a une histoire. C'est un pinceau. C'est un pinceau. Mais ça n'a rien à voir avec la photographie. Mon premier métier, c'est artiste peintre. Ok. Je suis venu à la photographie parce que avant de savoir faire de la photo, je sais déjà dessiner des paysages, des personnages, etc. Et en fait, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de culture tout à l'heure, de culture du métier. La photographie n'existe que parce qu'à un moment donné, les gens ont voulu reproduire la réalité plus fidèlement que le faisaient les peintres. Mais les peintres existent toujours et ont toujours une sensibilité très très forte. Et quand la photo est arrivée, tout le monde a dit, un peu comme l'IA aujourd'hui, « Ah, la peinture va disparaître, la photographie va prendre le dessus, etc. » Mais il y a des trucs qu'en photo, on ne sait pas encore faire. L'art abstrait, on ne sait pas faire. Moi, je te ramène ce pinceau parce que, pour montrer un truc, il a 25 ans, ce pinceau. Je l'ai acheté quand j'ai commencé mes études en l'an 2000. Voilà. Il a pratiquement 25 ans. Il est toujours nickel. Mais il est toujours nickel. Parce que je prends soin de ma culture, je prends soin de ma passion, et parce que un bon pinceau, un bon matériel, bien acheté aussi, c'est quelque chose qui dure dans le temps. Donc ça symbolise plusieurs choses. 1, le fait que je suis dévoué à mon art. 2, que je l'entretiens. 3, qu'aujourd'hui, ma base en tant que photographe, elle ne vient pas tant de la photographie que du dessin que je pratique depuis que je suis au Comme 3 Pommes. Super. Merci de toute la passion que tu nous as partagée aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de participer à notre premier épisode de Parlons peu, Parlons passion. Donc ça fait un peu plus d'1 heure peut-être, ou à peu près 1 heure qu'on est en train de parler. Mais bon, peu importe. Vous allez vous éclater au montage. Exactement. Le temps passe, mais quand on parle de passion et quand on parle avec passion, en fait, on ne voit pas le temps passer. Ouais. C'était vraiment agréable de t'écouter. J'espère que les auditeurs ont pu apprendre des choses et que ça a pu les aider s'ils aiment la photographie et le cinéma. On mettra tous tes réseaux sociaux dans la description si les gens veulent suivre ton travail. Merci à tous de nous avoir écoutés dans votre salon, dans votre voiture ou même au travail. Si vous voulez écouter de nouveaux passionnés dans de nouveaux épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify. On recevra des nouveaux passionnés de vélo, de sport, d'immobilier, de musique qui vous parleront de leur passion. Donc suivez-nous, c'est très important pour faire connaître la chaîne et aussi pour que vous ayez de nouveaux invités à écouter. Merci Alexandre d'être passé dans notre premier épisode Parlons peu, Parlons passion. Et je t'en prie, avec plaisir. Et puis à une prochaine sur un nouvel épisode avec d'autres passionnés.